Le parc national des Great Smoky Mountains accueille les voyageurs avec une mer de verdure sans fin et le brouillard épais qui a donné son nom à ces montagnes. En l'an 2015, ce silence ancien a été rompu par une disparition qui suscite encore de vifs débats parmi les experts et effraie même les gardes-chasse expérimentés. L'événement qui s'est produit ici est allé bien au-delà d'une opération de recherche normale et s'est transformé en une équation impossible à résoudre. L'homme n'a pas simplement disparu dans les fourrés de la forêt, comme cela s'est produit des dizaines de fois auparavant. Ce cas a laissé des traces numériques qui contredisent directement les lois de la physique et de la biologie. Le seul témoin impartial de l'incident est un bracelet de fitness haut de gamme porté au poignet de la disparue. L'appareil, conçu pour assurer la sécurité et la surveillance de la santé, a enregistré une anomalie qui a été qualifiée plus tard de paradoxe vertical. 15 minutes seulement après le début du jogging, l'électronique a enregistré l'arrêt cardiaque instantané de l'homme. Le rythme cardiaque est tombé à zéro en une fraction de seconde, ce qui signifie généralement une mort instantanée. Mais la chose la plus effrayante s'est produite en même temps que cet effondrement médical. À la seconde même où le cœur a cessé de battre, l'altimètre barométrique de l'appareil a fait un bond en avant. Les instruments ont enregistré le mouvement du corps jusqu'à une altitude de 3000 mètres. Ces chiffres secs, stockés dans la mémoire de l'appareil, brossent un tableau que l'esprit refuse d'accepter. Un homme ne peut s'élever dans la stratosphère en un instant sans l'aide de l'aviation. Pourtant, ce matin-là, les radars militaires et civils affichent un ciel dégagé, et aucun avion n'est détecté dans un rayon de 100 km. L'affaire est devenue l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire du parc, plaçant les enquêteurs devant un choix effrayant. Ils ont dû décider exactement ce qu'ils voyaient devant eux. Il pouvait s'agir d'une défaillance technique sans précédent causée par un phénomène atmosphérique rare. Ou bien la technologie avait documenté avec une froide précision un événement qui échappe à notre perception de la réalité. L'histoire de cette disparition ne commence pas par un appel à l'aide, mais par une série de coordonnées impossibles à trouver. L'identité de la personne disparue ne fait que renforcer le mystère. Michelle Carter, au moment de sa disparition en 2015, était une femme de 32 ans au sommet de sa forme physique. Elle n'était pas une randonneuse naïve qui pouvait s'écarter négligemment du sentier pour prendre une belle photo. Michelle était une ultramarathonienne expérimentée, habituée à des charges de travail exténuantes et à des itinéraires difficiles. Son entraînement lui a permis de parcourir des dizaines de kilomètres sur un terrain accidenté, tout en conservant sa clarté mentale et son contrôle. Le nom même de Michelle Carter allait plus tard devenir un sombre profil public, mais pour une raison très différente. 2 ans plus tard, une affaire criminelle très médiatisée, impliquant une autre femme portant les mêmes noms et prénoms, allait se dérouler aux États-Unis. La tragique coïncidence des noms allait créer une aura de fatalité supplémentaire autour de la disparition dans les Great Smoky Mountains. Journalistes et chercheurs s'en mêlent les pinceaux dans les archives, tombent sur des dossiers judiciaires ou des rapports de disparition dans les montagnes. C'est comme si le destin lui-même avait décidé de brouiller les pistes, mélangeant 2 tragédies différentes dans un même tourbillon d'informations. Cependant, le protagoniste de cette histoire reste le site lui-même. Le parc national des Great Smoky Mountains est depuis longtemps tristement célèbre auprès des prospecteurs, qui le qualifient de zone de prise de contrôle. Des forêts denses, des ravins profonds et des brouillards constants en font une géocache parfaite. Des disparitions non élucidées pendant des décennies s'y produisent parfois. Les anciens du service de sauvetage se souviennent encore du cas de Dennis Martin, disparu en 1969 et dont le sort est resté inconnu. Le cas de Derek Lucking, survenu en l'an 2012, est encore plus frais dans la mémoire des chasseurs. Sa voiture a été retrouvée abandonnée à Newfound Gap, avec une note effrayante à côté qui disait « Ne me suivez pas ».
Derek n'a jamais été retrouvé, semblant s'être volatilisé. La disparition de Michelle Carter s'inscrit parfaitement dans cette effrayante série d'affaires non résolues. Elle n'était qu'un point de plus sur la carte du parc, là où la réalité rencontre l'inexplicable, faisant frémir même les sceptiques à l'idée de ce qui se cache au plus profond de l'ancienne forêt. La matinée de ce jour fatidique a commencé par un calme trompeur. Michelle Carter avait préparé sa course avec le soin habituel d'une professionnelle. Consciente que la montagne ne pardonne pas les erreurs, elle avait parfaitement choisi son équipement. Elle portait des vêtements de course de qualité pour se protéger du vent et des chaussures à la semelle agressive pour adhérer au sol rocailleux. Chaque détail de son équipement indique qu'elle a l'intention de revenir, pas de disparaître. La technologie a joué un rôle particulier dans son entraînement. Michelle a utilisé un bracelet de fitness ultra-moderne, équipé d'un module de positionnement global et d'un altimètre barométrique. Avant de partir, elle a activé une fonction de suivi en temps réel appelée Live Track. Cette technologie permettait à ses proches de voir sa position sur une carte à quelques mètres près. Il semble tout simplement impossible de se perdre au XXIe siècle lorsque chacun de vos pas est retransmis par satellite. Les conditions météorologiques à l'aube ont également contribué à créer un faux sentiment de sécurité. Le ciel était couvert d'une épaisse couche de nuages, mais l'air restait calme et tranquille. Les prévisions avaient évoqué la possibilité de précipitations dans l'après-midi, mais au moment du départ, il n'y avait aucun signe de trouble. Les montagnes se dressaient dans un calme majestueux, à peine voilées par la brume matinale. C'était un temps parfait pour l'entraînement, frais et vif, qui permettait de respirer à l'aise. Le mari de Michelle, qui n'était pas dans le parc à ce moment-là, a reçu une notification du début de la séance d'entraînement sur son smartphone. Il a vu le petit point numérique commencer à se déplacer le long du parcours, s'enfonçant progressivement dans la zone boisée. C'était une routine pour lui, un rituel familier qu'il avait répété des centaines de fois. Il n'avait aucun moyen de savoir qu'il assistait aux derniers instants de la vie de son épouse dans notre monde. L'écran du téléphone brillait d'une lumière calme, créant une illusion totale de contrôle sur la situation. Michelle s'engage sur le sentier, laissant derrière elle le bruit de la civilisation. Elle a confiance en sa force, en la fiabilité de son équipement et en la stabilité du temps. Autour d'elle, le bruissement des arbres centenaires et l'odeur des aiguilles de pin mouillé. À cet instant, le monde semble absolument logique et prévisible. Personne n'aurait pu deviner que dans un quart d'heure, cette réalité ordonnée serait bouleversée par un événement qui transformerait un jogging ordinaire en l'une des histoires les plus mystérieuses de notre époque. Le mécanisme de la catastrophe n'a pas été déclenché par un coup de tonnerre ou un bruit de chute, mais par un silence numérique soudain. Le mari de Michelle se trouvait alors à des centaines de kilomètres du parc et n'a pu observer ses mouvements qu'à travers l'écran lumineux d'un smartphone. La technologie de suivi en temps réel a tracé une ligne claire de l'itinéraire qui montait progressivement sur une carte virtuelle de la région. Il s'agissait d'une procédure de surveillance de routine à laquelle sont habituées les familles de nombreux athlètes professionnels qui partent s'entraîner en solitaire dans la nature. Un petit point sur l'écran émettait des pulsations, transmettant les coordonnées toutes les quelques secondes, confirmant que le coureur était en mouvement et que tout se déroulait comme prévu. Cependant, 15 minutes après le décollage, un événement que l'on appellera plus tard « cri numérique » s'est produit. Le signal n'a pas simplement disparu ou s'est affaibli, comme c'est le cas lorsqu'on pénètre dans une zone morte ou un ravin. Le point sur la carte a disparu instantanément, comme si l'appareil avait été physiquement détruit ou éteint par la main de quelqu'un. Le logiciel a signalé une erreur de connexion et l'écran s'est figé sur les dernières coordonnées transmises. Cela ne ressemblait pas à une décharge de la batterie, car le niveau de charge était de 100% avant l'extinction. Cela ressemblait à une déconnexion momentanée de la réalité.
Pendant les premières minutes, mon mari a essayé de trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. Il a mis à jour l'application et vérifié la qualité de sa propre connexion Internet, en espérant qu'il s'agissait simplement d'une défaillance temporaire du réseau satellite. Mais l'inquiétude grandissait à chaque seconde de silence. En essayant d'appeler le téléphone de Michel, il n'a entendu que la voix froide du répondeur, qui l'a informé que l'abonné n'était pas disponible. À ce moment-là, l'image idyllique d'une matinée ensoleillée a commencé à s'effriter rapidement, laissant place à une froide prise de conscience de la détresse. L'intuition des proches est souvent plus rapide que les protocoles officiels. Le conjoint de Michel a senti que cette rupture de communication n'était pas naturelle. Il n'a pas attendu l'heure de retour contrôlé qu'ils avaient négociée la veille, mais a immédiatement contacté les gardes forestiers. Sa voix tremblait lorsqu'il expliqua au dispatcher de service qu'un ultramarathonien expérimenté avait tout simplement disparu du radar numérique à un endroit où le sentier devrait être sûr. L'appel est le premier document officiel d'une affaire qui va bientôt mettre en difficulté les meilleures équipes de recherche de la région. L'alarme a été relayée à la patrouille du parc et l'équipe de gardes forestiers la plus proche s'est rendue aux dernières coordonnées connues. Le trajet a duré environ 40 minutes et, pendant ce temps, la nature des Great Smoky Mountains a commencé à montrer son caractère imprévisible. Le ciel, qui avait été relativement dégagé récemment, a commencé à s'assombrir rapidement, jetant un poids de plomb. Le personnel expérimenté du parc a immédiatement remarqué le changement soudain de pression. Leurs oreilles se sont dressées et l'air est devenu épais et chargé d'électricité, annonçant l'arrivée imminente d'une puissante tempête. Lorsque les sauveteurs sont arrivés à l'endroit où la piste numérique de Michel s'est interrompue, ils n'ont été accueillis que par le silence assourdissant de la forêt. Ils s'attendaient à voir des signes de chute, peut-être un coureur blessé ou au moins des objets tombés. Mais la piste était complètement vide. Le sol à cet endroit était suffisamment mou pour conserver les empreintes de basket à la semelle agressive, mais la surface semblait intacte. C'était comme si Michel avait atteint un mur invisible et avait simplement cessé d'exister dans le monde physique, ne laissant aucun indice à ceux qui suivaient sa trace. C'est à ce moment-là que les sauveteurs rencontrent leur première contradiction sérieuse. Les dernières coordonnées indiquaient le milieu d'une section douce du sentier où il était pratiquement impossible de tomber dans un précipice ou de se perdre. Il n'y avait pas de fourrés denses dans lesquels se cacher, ni de rivières turbulentes qui auraient pu emporter un corps. La logique voulait que l'homme soit ici ou tout près, mais une inspection visuelle du secteur ne donna aucun résultat. Les gardes forestiers commencent à élargir le rayon de recherche, criant le nom de la disparue, mais la forêt engloutit leur voix, ne leur renvoyant même pas d'écho. L'atmosphère autour de nous a commencé à changer physiquement. La chute brutale de la pression atmosphérique qui a précédé la tempête a créé un sentiment d'irréalité troublant à propos de ce qui se passait. Les météorologues confirmeront plus tard qu'un puissant cyclone était en train de se former au-dessus du parc à ce moment précis. Ce phénomène naturel jouera un rôle fatal dans l'enquête, devenant le facteur même que l'on appellera plus tard l'alibi de la tempête. C'est comme si l'élément avait attendu le moment de la disparition à dessein, afin de cacher son secret aux yeux des gens. Les premières gouttes de pluie touchent le sol tandis que le groupe prend conscience de la gravité de la situation. La pluie s'accompagne du fameux brouillard de Smoky, dense et blanc comme du lait. En quelques minutes, la visibilité est réduite à la longueur d'un bras. Les sauveteurs, qui contrôlaient la situation il y a quelques instants, se retrouvent désorientés et isolés les uns des autres par le linceul blanc. Des grésillements statiques apparaissent sur les stations de radio, perturbant la coordination. L'état émotionnel de l'équipe de recherche était à la limite de l'endurance professionnelle et de la peur primitive.
Les personnes habituées à travailler en montagne ont décrit leur sensation comme une attaque soudaine de claustrophobie en plein air. Ils avaient pour l'impression que le brouillard ne se contentait pas de cacher le terrain, mais qu'il s'opposait activement à leur présence. L'un des vétérans a admis plus tard dans un rapport qu'il avait ressenti un regard lourd dans le brouillard blanc, bien que les caméras thermiques n'aient montré aucun objet vivant dans le secteur de recherche. Le choc est d'autant plus grand qu'ils se rendent compte qu'ils se trouvent à l'épicentre de la zone d'extinction et qu'ils ne peuvent rien faire. L'équipement de haute technologie qu'ils avaient espéré ne sert à rien face aux éléments. Les torches puissantes ne font que souligner le mur de brouillard devant leurs yeux, créant un éblouissement aveuglant. Les sauveteurs sont contraints de se déplacer pratiquement au feeling, au risque de tomber eux-mêmes des rochers mouillés ou de se blesser. Le sentiment d'impuissance face à la nature a submergé même les membres les plus résistants de l'opération. Les proches de Michel, arrivés au siège de l'opération de recherche au pied de la montagne, ont été confrontés à une terrifiante incertitude. Ils avaient eu du mal à accepter le fait qu'au XXIe siècle, avec des coordonnées précises, les sauveteurs ne pouvaient pas localiser une personne dans un petit coin de forêt. Les responsables ont essayé de rester calmes et ont assuré qu'il ne s'agissait que d'une difficulté temporaire, mais leurs yeux étaient remplis de confusion. Personne ne pouvait expliquer comment un athlète expérimenté pouvait disparaître si rapidement et sans laisser de traces, sans même laisser une branche cassée derrière lui. La situation est devenue critique lorsque la tempête a frappé les montagnes de plein fouet. Le vent s'est intensifié en bourrasque, brisant les branches des arbres et transformant la pluie en cartouches glacées. Le chef de l'opération de recherche a été contraint de prendre une décision difficile qui a signé le verdict de la recherche rapide. Le soutien aérien a été complètement annulé. Les hélicoptères équipés de caméras thermiques et de puissants projecteurs sont restés au sol, cloués au béton des aérodromes par des vents violents et une visibilité nulle. C'est devenu la perte chirurgicale qui a changé le cours de l'histoire. Une heure d'or, essentielle pour sauver la victime, a été irrémédiablement perdue. Au lieu d'une évacuation rapide, l'opération s'est transformée en une lutte dangereuse et lente contre les éléments. Les sauveteurs ont réalisé que chaque heure de retard réduisait les chances de retrouver Michel vivante, d'autant plus que la personne disparue portait des vêtements de sport légers qui n'étaient pas conçus pour la protéger de la tempête de verglas. L'eau transformait rapidement les sentiers de montagne en torrents de boue, balayant tout indice potentiel. S'il y avait eu des signes de lutte, des empreintes de pas ou du sang, ils avaient disparu à jamais, emportés par l'impitoyable averse. La nature a agi en parfaite complice, nettoyant la scène avec la minutie d'un médecin légiste professionnel. Les sauveteurs n'avaient aidé plus qu'à enregistrer la forêt qui se refermait sur eux, devenant une forteresse imprenable. Au soir du premier jour, il était clair que l'opération de recherche entrait dans une phase prolongée. L'espoir de trouver Michel en pleine poursuite a été balayé par la pluie. Le personnel s'est préparé à un siège de plusieurs jours dans la forêt, sans savoir que le principal mystère les attendait non pas dans les fourrés, mais sur les serveurs du stockage en nuages. Alors que les hommes luttaient contre la boue et le froid sur le sol, les données numériques du bracelet de Michel stockaient déjà des informations sur un saut vertical impossible qui changerait à jamais la perception de l'affaire. Mais à ce moment-là, les sauveteurs ne voyaient qu'un mur de pluie devant eux et sentaient le souffle glacial des montagnes. La tempête qui s'est abattue sur les Great Smoky Mountains a transformé l'opération de recherche en un véritable défi logistique. Les méthodes traditionnelles de ratissage de la zone sont devenues non seulement futiles, mais aussi mortelles pour les sauveteurs eux-mêmes. Les responsables du quartier général ont compris qu'envoyer des gens dans la forêt, où la visibilité est inférieure à 1 mètre et où des vents violents abattent des arbres centenaires, signifiait risquer d'augmenter le nombre de victimes.
L'opération s'est heurtée au mur assourdissant des éléments qui semblaient délibérément protéger leur proie. C'est à ce moment-là que la tactique de recherche a changé radicalement. Si l'accès physique au lieu de la disparition était fermé, il ne restait qu'une voie que la tempête ne pouvait pas bloquer. Il s'agissait d'un chemin à travers l'espace numérique. Le siège provisoire installé dans le bâtiment administratif du parc est devenu un centre de données. Tandis que le temps se déchaîne à l'extérieur, brisant des branches et inondant les fenêtres d'eau, un silence tendu règne à l'intérieur, rompu uniquement par le cliquetis des clés. Une équipe de techniciens appelés de la ville s'est mise à essayer de pirater le stockage en nuage du tracker de fitness de Michel. Il s'agissait d'une improvisation non conventionnelle dictée par le désespoir. Les secouristes espéraient que l'appareil aurait eu le temps de synchroniser au moins une partie des données avant que le signal ne tombe. Chaque minute d'attente semblait une éternité, car l'accès au serveur pouvait fournir des indices sur la place où cherchait la femme lorsque la tempête se calmerait. Travailler avec des empreintes numériques demandait autant d'endurance qu'une randonnée en montagne. Le processus de rétablissement de l'accès a été compliqué par les protocoles de sécurité établis par le fabricant de l'appareil lui-même pour protéger la vie privée de l'utilisateur. Les spécialistes ont dû contourner plusieurs couches d'authentification en recourant à des requêtes juridiques et à des astuces techniques. Dans cette pièce étouffante, éclairée uniquement par la lumière bleue des moniteurs, le sort de l'opération s'est joué. Les gens ont compris que sans ces coordonnées, ils seraient à la recherche d'une aiguille dans une botte de foin qui s'étend sur des centaines de kilomètres carrés de fourrés impénétrables. C'est dans cette phase d'adaptation que la véritable nature de la prospection moderne est apparue. Il ne s'agissait plus seulement d'une lutte contre la nature, mais d'une enquête de haute technologie. Les enquêteurs ont analysé la facturation des tours de téléphonie mobile, essayant de capter ne serait-ce qu'une ombre du signal téléphonique de Michel. Ils ont élaboré des modèles mathématiques complexes des mouvements possibles du coureur, en tenant compte du terrain et des conditions météorologiques. L'improvisation est devenue une nouvelle stratégie pour garder l'espoir, même lorsque la forêt a été fermée par un avis de tempête. Tout le monde a compris que dès que le ciel s'éclaircirait, il faudrait avoir un plan d'action précis basé sur plus que l'intuition. Le deuxième jour, les éléments se sont un peu calmés, transformant la violente tempête en une pluie monotone et épuisante. Les équipes au sol ont ainsi pu reprendre leur travail, mais les conditions sont restées infernales. La forêt s'est transformée en un marécage où chaque pas est difficile. Les sauveteurs, chaussés de lourdes bottes, glissaient sur l'argile détrempée, escaladaient des rochers mouillés et pataugeaient dans des buissons dont les branches humides s'accrochaient à leurs vêtements. Le romantisme de la randonnée en montagne disparaît pour laisser place à une routine dure et sale qui épuise les gens physiquement et mentalement. L'opération est entrée dans une phase d'investigation prolongée. Jour après jour, les équipes passent méthodiquement au peigne fin chaque carré, en suivant une grille de coordonnées stricte. Elles examinent chaque ravin, chaque arbre tombé et chaque anfractuosité où un homme pourrait théoriquement tomber. Mais la forêt est silencieuse. Pas un morceau de tissu, pas une trace de chaussure, pas un emballage de barre énergétique n'a été trouvé. C'était comme si Michel n'avait jamais mis les pieds sur ce sol. Cette stérilité de la scène commençait à peser sur le psychisme des chercheurs les plus expérimentés, qui avaient vu beaucoup de choses dans leur vie. À l'époque, la vie des sauveteurs était dépourvue de tout confort, même minimal. Les courtes pauses de sommeil étaient passées dans des tentes humides ou à l'intérieur des véhicules de service, où l'odeur de laine mouillée et d'essence était un compagnon constant. La nourriture était froide, le café refroidissait instantanément, et les vêtements ne séchaient jamais complètement. Les gens travaillaient jusqu'à l'épuisement, animés par le seul sens du devoir et l'espoir de retrouver une personne vivante. Mais à chaque heure passée sous la pluie froide, cet espoir devenait de plus en plus insaisissable, se dissolvant dans la grisaille
qui enveloppait les montagnes. Dans cette nouvelle réalité, le temps s'écoule différemment. Les jours se confondent en une interminable bande grise, où le matin ne se distingue du soir que par le degré de luminosité. Les visages des volontaires et des professionnels sont devenus gris de fatigue, leurs yeux se sont enfoncés et leurs mouvements sont devenus mécaniques. Ils étaient devenus des machines de recherche vivantes, remplissant leurs fonctions en dépit de leur bon sens. Les chefs d'équipe doivent surveiller non seulement l'itinéraire, mais aussi l'état de leurs hommes, afin de ne pas commettre d'erreurs dues à l'épuisement. Après tout, dans de telles conditions, un seul faux pas peut conduire à une nouvelle tragédie. À la fin du 3e jour, la tension a atteint son paroxysme, aboutissant à des phénomènes psychologiques effrayants. Le cerveau humain, épuisé par l'insomnie et la contemplation constante d'un paysage monotone, a commencé à dysfonctionner. Ce phénomène est connu sous le nom de pareidolie, lorsque dans le bruit du vent et les contours des branches, la conscience commence à compléter des images et des sons familiers. Plusieurs sauveteurs expérimentés, travaillant dans le secteur le plus éloigné des recherches, ont signalé par radio qu'ils avaient entendu un cri de femme distinct. Le son, plein de supplications et de douleur, a traversé la pluie, glaçant le sang. La réaction est instantanée. Le groupe, oubliant sa fatigue et sa prudence, s'est précipité vers le son, risquant les pentes glissantes. Il court, animé par l'espoir que Michel est vivante et qu'elle appelle à l'aide. Il leur semblait que la voix était très proche, juste au prochain virage du sentier ou sur une saillie rocheuse. Mais, à chaque fois qu'ils atteignaient la source du son, ils ne rencontraient que le vide. Il n'y avait que le grondement du vent dans les gorges et le craquement des vieux arbres. C'était comme si la nature se moquait d'eux, imitant la voix humaine avec une authenticité effrayante. Ces faux espoirs ont frappé le moral de l'équipage plus durement que n'importe quelle tempête. La déception est physiquement palpable. Des disputes et des conflits éclatent dans le camp. Certains affirment qu'ils l'ont bien entendu et qu'ils doivent continuer à chercher dans la même zone. D'autres, plus sceptiques, parlaient d'hallucinations et demandaient un changement de tactique ou du repos. L'ambiance au sein de l'équipe s'échauffe à l'extrême. La confiance des professionnels est ébranlée, laissant place à une peur mystique d'un lieu qui se joue d'eux de façon si cruelle. Les chasseurs locaux commencèrent à murmurer que le territoire d'absorption n'abandonnait pas ses captifs pour rien. Ils se souvenaient de vieilles légendes et de cas où des gens avaient entendu des voix dans ces montagnes avant de disparaître eux-mêmes. La direction de l'opération avait sévèrement découragé ce genre de propos, exigeant que l'on ne se fît qu'aux faits. Mais il n'y avait pas de faits, seulement des sons fantomatiques et un sentiment de présence étrangère noté par de nombreux participants aux recherches. Il semblait que la forêt les observait avec des milliers d'yeux invisibles, attendant le moment de briser complètement leur volonté. La percée dans l'enquête ne s'est pas produite dans la forêt, mais dans le bureau étouffant où travaillaient les techniciens. Après 72 heures de tentatives ininterrompues, ils ont réussi à accéder au journal de données complet du compte de Michel. Le système de sécurité du nuage avait finalement cédé, permettant l'accès à la dernière synchronisation qui avait eu lieu lorsque la connexion avait été coupée. En voyant les chiffres à l'écran, l'analyste principal a d'abord pensé que le programme avait échoué dans le décodage. Il s'est essuyé les yeux et a revérifié plusieurs fois le code source, mais les données sont restées inchangées. Un silence plus lourd que celui de la forêt planait dans la pièce. L'analyste a convoqué le chef de l'opération de recherche et lui a indiqué silencieusement l'écran. Là, dans les lignes sèches du rapport, il y avait une anomalie qui défiait toute explication rationnelle. Le graphique du rythme cardiaque de Michel montrait une charge normale qui tombait soudain dans une ligne droite, signifiant 0 battement par minute. Il s'agissait d'une mort clinique. Mais, simultanément à l'arrêt cardiaque, le capteur de l'altimètre barométrique a tracé une ligne verticale allant vers le ciel.
L'appareil a enregistré qu'à la seconde même où le cœur de la femme s'est arrêté, elle est passée à une hauteur de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ce saut a été presque instantané. Aucun être vivant ne peut faire un tel saut. Il défie la gravité, la physiologie et le bon sens. D'après les instruments, Michelle n'est pas tombée dans un ravin ou ne s'est pas perdue dans les bois. C'est comme si elle avait été arrachée à la réalité par une force inconnue qui l'avait soulevée dans les nuages en une fraction de seconde. Cette découverte a complètement changé le cours de l'opération. Les sauveteurs se sont rendus compte qu'ils avaient cherché au mauvais endroit depuis le début. Ils avaient fouillé le sol, cherché sous tous les buissons, alors que la piste numérique pointait vers le ciel. C'était un nouveau point d'appui, mais il n'a pas apporté de soulagement. Au contraire, elle a transformé l'opération de sauvetage en quelque chose d'effrayant et d'intimidant. Le chef de cabinet fixe l'écran, réalisant qu'il va devoir expliquer ces chiffres à ses proches et à la presse. Et il n'avait aucune idée de la manière de le faire sans remettre en question la réalité même de ce qui se passait. Les données reçues sur le saut vertical ont été le point où l'espoir a finalement cédé la place à la froide logique du désespoir. Les responsables de l'opération se sont retrouvés dans une impasse qui ne pouvait être décrite par des protocoles standards. Si l'on en croit les instruments, il est inutile de continuer à chercher Michelle au sol. Les chiffres affirmaient nonchalamment qu'elle avait quitté la surface de la Terre au moment de sa mort. Pourtant, le bon sens exigeait que nous ignorions les relevés électroniques et que nous continuions à fouiller les bois. Cette dissonance cognitive a paralysé le quartier général. Les sauveteurs ne partaient plus à la recherche d'une personne vivante, mais participaient à un étrange rituel dont le sens était perdu. Les proches de la disparue traversent la pire phase de la tragédie. Ils ont dû choisir entre deux versions, toutes deux insoutenables. Selon la première version, Michelle serait morte d'un arrêt cardiaque, les appareils se seraient emballés à cause de la tempête, et son corps reposerait aujourd'hui sous une couche de boue, bien à l'abri de la nature. La seconde version, fondée sur la confiance dans la technologie, a conduit à la conclusion effrayante que quelque chose dépassant l'entendement humain s'était produit. Voir la foi s'estomper dans les yeux de ses proches est plus difficile que de lutter contre les intempéries. Ils attendaient un miracle, mais tout ce qu'ils ont obtenu, c'est un imprimé avec une carte d'altitude impossible à tracer. La phase active des recherches a commencé à s'essouffler d'elle-même. Les ressources humaines et matérielles étaient épuisées par de nombreux jours de lutte contre les éléments. Les volontaires, trempés et fatigués, ont commencé à rentrer chez eux, emportant avec eux un lourd sentiment d'inachevé. La forêt des Great Smoky Mountains est retombée dans son silence familier, comme si elle digérait ce qui s'était passé. Chaque nouveau groupe revenant du sentier les mains vides ne faisait que confirmer que le parc n'avait pas l'intention de rendre ce qu'il avait pris. L'opération s'est éteinte tranquillement et douloureusement, sans laisser de place à un final héroïque. La fin officielle des opérations de recherche et de sauvetage a été annoncée 10 jours après la disparition. Cette décision n'a pas été facile à prendre pour la direction du parc, mais il était impossible de continuer à gaspiller des ressources dans la recherche du fantôme. Le rapport final indiquait, dans un langage administratif aride, que Michelle Carter avait disparu, vraisemblablement à la suite d'un accident. Le document passait soigneusement sous silence toutes les anomalies des données télémétriques, les mettant sur le compte d'une erreur technique de l'équipement dans des conditions de pression atmosphérique anormales. La machine bureaucratique a tout fait pour ramener l'inexplicable à un dénominateur compréhensible. En fait, le dénouement s'est révélé d'une vacuité effrayante. Absolument rien n'a été trouvé. Pas de chaussures de sport, pas de veste aux couleurs vives, pas de smartphone. Michelle n'avait laissé aucune preuve physique de sa présence dans ces bois. C'était comme si elle avait été effacée de la réalité,
au moment même où les capteurs avaient tout détecté la faille. Même les chiens d'assistance, habituellement infaillibles pour retrouver la piste, se comportaient étrangement dans ce cas, refusant de s'enfoncer dans certains carrés de la forêt. L'opération s'est terminée non pas par un point, mais par un multipoint qui s'est dissous dans le brouillard du matin. Pour les sauveteurs, il s'agit d'un traumatisme professionnel. Ils avaient capado l'habitude de retrouver des vivants ou des morts, mais ils ramenaient toujours la personne à la maison. Ici, en revanche, ils étaient en fait confrontés à un vide absolu. Dans les fumoirs et sur les bases, ils ont longuement discuté de l'affaire en baissant la voix. Personne ne voulait admettre à voix haute que la technologie moderne et l'expérience de dizaines de personnes étaient impuissantes face au mystère que cachent ces anciennes montagnes. Le cas de Michel Carter a été archivé, mais il est resté dans l'esprit des participants comme un exemple montrant que nous ne contrôlons pas la vie sauvage autant que nous aimerions le croire. L'histoire de la disparition des Great Smoky Mountains nous laisse seuls face à un dilemme effrayant. D'un côté, il y a une explication rationnelle. Les sceptiques affirment que nous sommes témoins d'une rare coïncidence. Un arrêt cardiaque sur fond d'efforts physiques, coïncidant avec une chute brutale de la pression pendant la tempête, aurait pu provoquer une fausse altitude sur l'altimètre. Dans cette version, il n'y a pas de mysticisme, il n'y a que la tragédie d'une mort solitaire et l'imperfection de nos gadgets, auxquels nous sommes habitués à confier nos vies. Selon cette théorie, le corps de Michel se trouve toujours dans la nature, bien caché par une végétation dense ou recouvert de rochers. De l'autre côté, il y a des faits que l'on ne peut ignorer. Le paradoxe vertical a détecté un mouvement de 3000 mètres en une seconde. Si nous supposons, ne serait-ce qu'un instant, que l'appareil a fonctionné correctement, nous nous trouvons face à un événement qui bouleverse notre vision du monde. L'absence de traces, les sons étranges entendus par les sauveteurs et l'atmosphère même de l'endroit appelé zone d'absorption s'ajoutent à un schéma différent. Peut-être que les techniciens ne se sont pas trompés, mais ont simplement documenté avec impartialité ce que l'esprit humain n'est pas encore prêt à accepter. Aujourd'hui, des années plus tard, les sentiers du parc attirent-ils toujours les coureurs et les randonneurs. Mais ceux qui connaissent l'histoire de l'année 2015 jettent involontairement un coup d'œil à leur montre intelligente lorsqu'ils pénètrent dans l'épais brouillard. Cette affaire nous rappelle que la frontière entre la réalité sûre et l'inconnaissable est bien plus mince que l'écran d'un smartphone. Nous nous entourons de satellites et de capteurs, croyant qu'ils nous protègent ou du moins qu'ils nous disent la vérité sur notre fin. Mais le cas de Michel Carter nous pose la question ultime. Sommes-nous prêts à connaître cette vérité si elle s'avère plus effrayante que n'importe quelle fiction ?